Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Formation préparatoire du Forum national sur la santé en Guinée, les détails dans un instant. Faciliter l'accès à l'eau potable, on en parle dans cette émission. Des forages ont été installés dans 2 quartiers de Forikaria. L'invité du jour, Fela Kourouma, responsable en charge du projet de relèvement à Plan Guinée, nous parlera de l'impact du dit projet sur la vie des bénéficiaires. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, la Guinée abritera les 21, 22 et 23 mars prochains un forum ouvert à l'image du Libéria et de la Sierra Leone. Ce forum national a pour objectif de cerner les dysfonctionnements au niveau du secteur de la santé afin de les améliorer. En prélude donc à ces journées nationales de concertation, l'Institut médical allemand, en collaboration avec l'ONG Tenkiso, a organisé une session de formation à l'intention des participants à ce forum. Djomba Sano, responsable des opérations à l'ONG Tenkiso. Au Forum national, c'est des travaux de groupe qui vont être, dominants dans l'approche. Donc il faut vraiment une équipe compétente, disponible pour accompagner la conférence nationale. Et les facilitateurs que nous sommes en train de former vont encadrer les différents groupes pour les aider à comprendre mieux tous les aboutissants de la conférence. Ce forum va sortir des projets au niveau communautaire en termes de santé. Donc ce sont ces projets qui seront réalisés au niveau de la base pour permettre aux communautés d'accéder facilement aux soins de santé primaires. C'était Djomba Sano, responsable des opérations à l'ONG Tenkiso. Le Centre Dream est un établissement consacré à la prise en charge des malades vivant avec le VIH-Sida. Il est né en 2000 grâce à la communauté Saint-Egidio, une organisation chrétienne humanitaire d'Italie présente dans plusieurs pays à travers le monde, y compris la Guinée. En plus donc de la prise en charge, le centre organise des campagnes de sensibilisation, de dépistage et des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sur le terrain. Plus de détails avec un autre collaborateur, Ousmane Kourouma. Depuis son ouverture en mars 2006, le Centre Dream de Dixine s'occupe du dépistage et de la prise en charge des malades du VIH-Sida. Fatoumata Silla, coordinatrice de ce centre, évoque comment préparer le patient psychologiquement. Donc, avant de faire le test pour une personne, nous faisons d'abord pré-counseling, c'est-à-dire lui parler qu'est-ce que c'est que le test de VIH, quel est l'avantage du traitement et quel est l'inconvénient du non-traitement. À l'issue de cette étape, le patient est soumis au test de dépistage. Elle explique le déroulement de cette procédure. Je pique le bout du doigt, je mets 1 ou 2 gouttes de sang et je mets de l'eau distillée pour permettre au sang de circuler rapidement. Et je lui explique quand il y a 2 tirets sur la bandelette, ça veut dire que c'est positif. Mais quand il y a un seul tiret, c'est négatif. Des personnes viennent pour le test et la prise en charge dans ce centre, soit de manière volontaire ou accompagnées de leurs parents. Cependant, les travailleurs de ce centre font face à des difficultés. Fatoumata Silla. Je demande à l'État, au CNLS, au ministère de la Santé, d'augmenter le nombre d'inclusions par mois. C'est-à-dire les 25 ne suffisent pas parce que quand tu dis à quelqu'un que ce mois-là, on n'a plus de place, reviens le mois prochain, l'intéressé, il pense qu'ils ne veulent pas me prendre. L'offre est inférieure à la demande dans les centres Dream. En attendant que ce problème soit résolu, les malades vont devoir prendre leur mal en patience. C'était notre collaborateur Ousmane Kourouma. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forikaria. Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Konakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information.
Les ménages des quartiers de Fatoka 2 et Filima à Forêt-Caria ont désormais accès à l'eau potable à travers l'installation de 2 forages grâce à un projet de plan Guinée. Les communautés de ces localités ne vont plus parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau potable. Comme nous l'explique ici Afiou Amata dans son reportage, ces points d'eau ont radicalement changé le quotidien et les pratiques d'hygiène des bénéficiaires. Suivez. Le problème d'eau, surtout à Filima ici, c'était très difficile d'avoir de l'eau. Avoir de l'eau potable à Filima, un quartier populaire de Forêt-Caria, relève du parcours d'un combattant. La situation était pire en saison sèche. Lansana Mariol est conseiller à la commune de Forêt-Caria. Les gens n'avaient pas d'accès à l'eau potable parce que pendant le mois de mars, les gens partaient à 1 km, à 2 km de la ville, par exemple vers la ville pour aller chercher de l'eau. Ils prennent leur bidon pour prendre les motos-taxis, d'aller chercher de l'eau. Franchement, les gens souffraient en ce moment. Mais après le triste passage d'Ebola, 3 forages ont été installés dans ce quartier et dans 2 autres. Désormais, femmes, hommes et enfants peuvent aisément se procurer de l'eau de bonne qualité. Nous venons de bénéficier de 3 forages pour notre communauté. Franchement, ça nous soulageait. Avec la population aussi, franchement, les gens ont commencé à puiser de l'eau qui sortait. Vraiment, l'eau est limpide. C'est une bonne eau. Ça nous a beaucoup aidés. On souffrait trop pour cette affaire d'eau. Parce qu'en saison sèche, les puits sèchent. Si même on pouvait avoir d'autres, ça allait encore nous aider. Avec la présence de ce forage, le lavage des mains avec de l'eau propre va être de rigueur. C'est ce qu'affirment ces 2 habitants rencontrés au bord du forage de Filima. Avec la présence de l'eau potable, les gens vont puiser de l'eau et puis ils vont laver les mains comme l'épidémie qui était là, comme Ebola. Franchement, si l'eau n'existait pas, les gens ne peuvent pas laver les mains avec l'eau savon. Mais à travers le don qu'on nous a offert, franchement, les gens vont puiser de l'eau, ils vont laver les mains proprement. Ça va faciliter vraiment aux femmes de faire la corvée. Et l'hygiène aussi, l'eau est propre et puis les gens qui ont créé, ils ont dit que surtout notre puits ici, l'eau, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, on peut puiser 24 sur 24, ça ne va pas se puiser. L'eau est un élément essentiel pour l'hygiène. Un point inscrit déjà dans le processus de surveillance renforcée en cours en Guinée. C'est pourquoi la Coordination nationale de riposte à Ebola et ses partenaires s'activent à donner aux populations de l'eau potable en vue de prévenir d'éventuelles épidémies dues au manque d'hygiène. Afiou Amata, Ebola Chronoplus, Forêt-Caria. Asmaou Diallo venait de suivre avec nous ce reportage de Afiou Amata dans lequel elle revient sur l'importance de l'eau potable dont l'accès est un vrai casse-tête pour les populations de Filima dans Forêt-Caria. Oui, l'eau est source de vie et un élément essentiel de l'hygiène. Vous remarquerez que tous les messages de la campagne de lutte contre la fièvre Ebola étaient axés sur le lavage des mains. Une mesure qui a été difficilement respectée dans certains coins du pays vu la difficulté d'accès à l'eau potable. La raison est que la SEG ne couvre pas tout le territoire et qu'il n'y avait pas assez de forages. C'est le cas à Zérékoré, à Kindia et aussi à Forêt-Caria d'où nous revient Afiou Amata. L'épidémie d'Ebola a permis aux acteurs de la santé de comprendre que la difficulté d'accès à l'eau potable est un frein dans la prévention de plusieurs maladies, Asmaou. Exactement, l'eau non potable est source de plusieurs autres maladies. Je citerai par exemple les diarrhées, le choléra, la poliomyélite, les amébiases, la typhoïde, la dysenterie. Aussi, si l'eau dans laquelle vous vous baignez est insalubre, souvent elle peut contenir des agents ou vecteurs de maladies comme la bilharziose, le ver de Guinée, des maladies dermatologiques comme les gales. Autre chose importante, c'est que les moustiques et autres insectes qui transmettent des maladies se produisent dans les eaux stagnantes, qu'elles soient propres ou sales. Donc, avec cette eau, il y a risque de contraction du paludisme, de la fièvre jaune, etc.
Alors, ce qui veut dire que les citoyens qui n'ont pas la chance de se procurer de l'eau potable, l'eau de forage ou l'eau de la SEG, doivent donc faire très attention. Oui, il faut obligatoirement désinfecter l'eau si elle n'est pas potable. Il y a le chlore C par exemple que vous pouvez utiliser. Près de 6000 personnes meurent chaque jour dans le monde à cause de ces maladies et les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés à Diatou. La plupart des bactéries, des virus ou des parasites qui entraînent la diarrhée peuvent se propager par l'eau contaminée. Donc, le risque de survenue de telles maladies est très élevé lorsqu'il n'y a pas d'eau propre pour la boisson, mais aussi pour la cuisine et le nettoyage. Asma Diallo, merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Le relèvement des communautés affectées par l'épidémie d'Ebola est l'une des priorités de la Guinée et ses partenaires. À Koya, Plan Guinée aide les communautés à avoir accès aux structures sanitaires, aux sources d'eau potable et aux toilettes propres. Afiu Amata a rencontré Fela Kourouma, le responsable en charge du projet de relèvement à Plan Guinée. Il explique ce à quoi consiste le projet et son impact dans les villages bénéficiaires. Suivez. Suite à l'éclatement de la maladie à virus Ebola dans notre pays, le département de la santé, en partenariat avec les partenaires au développement, ont fourni de l'effort pour renforcer le système de santé dans notre pays. Ce renforcement du système de santé consiste à quoi concrètement? Pour notre intervention, le partenaire a accepté de financer des activités de construction des postes de santé, de la construction des latrines, de la construction des forages. C'est pour améliorer l'hygiène? Effectivement, c'est pour améliorer l'hygiène parce que qui parle de centre de santé, de poste de santé, il faudrait qu'il y ait à côté non seulement des points d'eau, on est en train de faire des points d'eau à côté, on est en train de faire les latrines à côté pour rendre vraiment un paquet complet au niveau de chaque poste de santé. Et en plus de ces postes de santé, nous sommes en train de réaliser des forages au bénéfice des communautés de Fourkaria, de Koya et de Dubrika. Est-ce que la question de l'eau potable était un problème difficile dans ces communautés où vous avez installé les forages ou bien vous avez juste installé pour installer? Avant d'installer le forage, les gens nous ont fait comprendre les difficultés qu'ils ont pour avoir de l'eau potable parce qu'ils nous ont montré des distances qu'ils parcouraient pour avoir de l'eau potable. Et le matin, avant que les enfants ne partent à l'école, ils parcouraient de longues distances pour avoir de l'eau potable pour envoyer en famille avant de partir à l'école. Dans la communauté, par exemple, de Sinté, précisément dans la CR de Badi, préfecture de Dubrika, la communauté nous a fait comprendre que dans ce district, il n'y avait pas de l'eau potable. Les gens s'approvisionnaient au niveau des marigots pour la consommation. Donc j'estime qu'avec la réalisation de ce forage dans cette communauté, je pense que la corvée, non seulement pour la distance pour avoir de l'eau potable, appartient à l'histoire. Et au jour d'aujourd'hui, s'il y avait des petites maladies qui sévissaient dans ce village à cause des maladies à origine hydrique, je crois au jour d'aujourd'hui, tous ces facteurs seront vraiment réduits là-bas et au bénéfice de la communauté. Vous avez construit des structures sanitaires. Est-ce qu'elles sont équipées ou est-ce que c'est juste le bâtiment qui est mis à la disposition des autorités? Comme par le passé, nous n'avons jamais réalisé une infrastructure sans être équipés. Nous avons pris toutes les dispositions pour rendre aux communautés, comme je l'ai dit tout à l'heure, un paquet. Quand je dis le paquet, le poste de santé en tant qu'infrastructure sera là, il sera équipé et il sera doté de tous les équipements nécessaires et nous avons pris contact avec notre conseiller en santé qui nous a fait parvenir les équipements standards d'un poste de santé. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés par rapport à ce projet? J'ai parlé tout à l'heure de la réalisation des forages, de la réalisation des infrastructures sanitaires. Donc je me dis globalement que nous sommes au jour d'aujourd'hui à 80% de réalisation de nos activités, de l'atteinte de l'objectif. Quelles sont vos perspectives? Les perspectives d'abord se situent à deux niveaux. Le premier niveau, c'est achever ce qu'on a entamé.
Et deuxième niveau, c'est que les perspectives du projet dépendent de ce que les communautés vont faire de l'infrastructure qu'on a réalisée maintenant. Vous n'avez pas peur que les communautés aient un relâchement? On a vu que depuis on a dit Ebola c'est fini, il y a eu tellement de relâchements de tous les côtés, les gens ne se lavent pas les mains, les kits dans les lieux publics ont disparu. Vous faites des activités pour le relèvement, pour ne pas que Ebola revienne. Vous n'avez pas peur? Bon, nous n'avons pas peur et le problème de communauté, c'est la continuité. Nous avons commencé, que ce soit, je le disais tout à l'heure, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, il faudrait que nous continuions à sensibiliser la communauté pour s'approprier des bonnes pratiques qu'on a commencé avec Ebola. Donc il faudrait que nous pérennisions tout ce qu'on a eu pendant Ebola. Si nous pérennisons ça dans les communautés, mais il faudrait qu'on accompagne les communautés dans cette pérennisation. Il faudrait que nos communautés ne relâchent pas ce qu'on a commencé et cela va dans l'intérêt de toutes les communautés. C'était Fela Kourouma, le responsable en charge du projet de relèvement à Plan Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Nous passons à présent aux réponses aux questions envoyées par nos auditeurs. Et c'est avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rubrique À vous la parole. Écoutons la première question. Je me nomme M. Silla Yamoussa, enseignant, professeur d'histoire à Titi Kamara. J'ai des inquiétudes sur le problème rénal. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la base des insuffisances rénales. Et je suis jeune et les jeunes, on se comprend, sont vraiment exposés à de telles maladies parce que pendant la période juvénile, Dieu seul sait tout ce qui peut en venir. Donc je ne sais pas comment cette maladie on l'obtient. Donc j'ai des inquiétudes à ce niveau. Pour répondre à votre inquiétude, M. Silla, nous avons joint le docteur Mamadou Saliou Baldé. Il est spécialiste en maladies rénales. On l'écoute. Il n'y a que deux grandes pathologies en fait, qui sont responsables de la maladie rénale, à savoir le diabète. On en a deux types. Le type 1 qui s'attaque beaucoup plus souvent aux reins. Donc durant l'évolution entre 5 à 15 années, le diabète peut avoir des répercussions sur le rein. L'hypertension artérielle, lorsqu'il est mal suivi et que le patient ne prend pas bien ses médicaments, alors ça peut avoir aussi une répercussion sur le rein. Il y a l'utilisation des médicaments traditionnels. Ce sont des patients qui vont prendre des produits dont on ne connaît pas le dosage, dont on ne connaît pas la composition chimique et qui peut avoir des répercussions sur la fonction rénale. Autre chose aussi, nous avons la consommation des médicaments. Des médicaments qui ne sont pas prescrits par un médecin et dont le dosage n'est pas bien respecté peut avoir aussi des répercussions sur le rein. Toutes les pathologies infectieuses, lorsqu'ils ne sont pas bien traités, peuvent avoir des répercussions sur le rein. Bon, il y a les maladies héréditaires, telles que la polykystose rénale, telles que la drépanocytose, peut être à l'origine d'une atteinte rénale. Nous avons une autre question posée cette fois-ci par Soumaoro Daniel de Mamou. Il voudrait connaître où se fait le test de dépistage du VIH-Sida. Quelle sera la suite du processus si on est séropositif? Alors, qu'en dites-vous, docteur Kierno Mamadou Tunkara? Lorsqu'on veut connaître son statut sérologique, on peut aller vers n'importe quelle structure sanitaire de la République de Guinée. Alors, ce qui change, c'est qu'une fois qu'on a fait le test de dépistage, si le test est positif, l'agent qui a effectué le test doit vous orienter vers un site de prise en charge. Et comme notre compatriote Soumaoro est à Mamou, je lui conseillerais d'aller à l'hôpital régional de Mamou où la prise en charge s'effectue depuis fort longtemps. Donc avant même de faire le test, l'agent qui lui propose le test va discuter avec lui justement de ce qu'il a appelé le processus. Qu'est-ce qu'il faut avant que vous fassiez le test? Si vous faites le test et le résultat sort, quelles doivent être les nouvelles dispositions à prendre? Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le 624 19 78 64 est le numéro qui vous permet de nous envoyer vos questions sur la santé. Au revoir. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono, suivi de la date du jour. Rédaction en chef Afiou Amata, technique Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano. Et à la présentation, Adiatou Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.